Salut et bienvenue, c'est Elric Legloire, créateur du podcast The Sales Game et responsable de la prospection chez TopPush. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Dollier, cofondateur de SalesCare. Donc Thibaut, bienvenue et merci d'être avec nous sur le podcast. Ça va comment aujourd'hui? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, Elric. C'est un plaisir d'être avec toi dans ce moment compliqué. Avec grand plaisir et justement aujourd'hui on va parler de ça. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter comment t'en es arrivé là? Ok. Alors, comment j'en suis arrivé là? Alors, pour l'instant, c'est un chemin qui a démarré il y a 5-6 ans. Ma première vente, c'était à Saigon, au Vietnam. J'étais en stage. J'étais le stagiaire employé numéro un. Et donc, j'ai vendu en anglais dans un pays que je connaissais pas à des Vietnamiens une solution pour permettre à des parents d'inscrire leur enfant en ligne à des cours de foot ou de basket. Je m'explique, le client s'appelait Saigon Sports Academy et ce fut, tu vois, ma première vente qui était un petit peu atypique, de par l'environnement dans lequel je la faisais. Et tu vois, ça, c'était en année de césure d'école de commerce, sachant qu'aujourd'hui j'ai 30 ans. Donc, entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je sais que c'est toujours le moment dans les podcasts où on essaie un petit peu, tu sais, d'établir sa légitimité sur le sujet. Bon, en l'occurrence, la vente, moi, je ne sais pas si je suis légitime, mais comme je l'ai fait dans beaucoup d'environnements différents, j'ai un petit peu aujourd'hui, tout du moins après 6 ans dans la vente et notamment sur le début du cycle de vente, donc la phase de prospection, d'approche commerciale, j'ai une bonne intuition de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, indépendamment de ton entreprise ou de ton environnement. Tu vois, tu peux faire de la prospection quand tu es dans la startup la plus sexy, avec la meilleure équipe, bah, c'est quand même très différent que quand tu es tu vois, dans la petite boîte où vous êtes trois et puis personne n'y connaît rien en vente, quoi. Et du coup, dans mes interventions, j'essaie toujours de se rattacher un petit peu à des principes universels que j'ai véhiculés que j'ai appris parmi mes différentes expériences. Donc, tu vois, j'ai démarré au Vietnam, à Saigon, et ensuite, en rentrant en France, je me suis associé donc avec mon ancien employeur pour créer une boîte pendant 2 ans qui s'appelait Dagoba Sport. Et donc, je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles en tant qu'entrepreneur sur le sujet. C'était pour le coup un échec entrepreneurial, mais un terrain d'apprentissage extraordinaire en vente pour des raisons assez simples. C'est qu'en fait, on était sur plusieurs marchés, sur plusieurs pays. Je m'explique. Par exemple, tu vois, le matin, je démarrais une conversation avec un adjoint au maire à Souffelweyersheim en Alsace. Le midi, j'enchaînais avec une discussion avec l'Ultra Trail de Hong Kong, avec l'organisateur. Et puis le soir, j'étais avec un président de club associatif dans le Nord. Et je jonglais comme ça d'univers en univers. On en avait 5. Alors, c'était très mauvais pour le business parce que tu es très diffus, ton exécution, c'est une catastrophe. Mais en vente, ça a le mérite de te mettre dans plein de situations différentes. Et donc, ça, c'était pas mal. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai cédé mes parts à mes associés. Je me suis barré. Et puis, c'est là où j'ai eu mon premier job en tant qu'employé, en tant que sales. J'ai rejoint l'entreprise d'un ami qui s'appelait Eversense, qui s'appelle toujours Eversense d'ailleurs. Et là, tu es dans l'IoT, donc l'Internet des objets, et la logistique. Superbe expérience. Je m'occupais de tout le cycle de vente, de l'approche commerciale à la signature. On était sur 2 verticales. Donc là encore, tu étais sur 2 marchés différents. Le premier marché, c'était le fret ferroviaire. Et le deuxième marché, c'était la collecte des déchets, mais dans le BTP. Donc, tu sais, les grosses bennes que tu vois un peu partout dès qu'il y a un chantier. Voilà. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on proposait concrètement? C'était poser des capteurs sur ces assets, que sont ces bennes ou ces wagons, afin d'optimiser leur utilisation. Et c'était vraiment super intéressant parce que tu développes des nouveaux cas d'usage. On était sur un marché ultra innovant et tu discutais qu'avec des C-levels et des CEO. Et pour moi, là, j'ai pris beaucoup d'expérience sur comment mener une vente complexe dans un marché ultra innovant. Chez Eversense, quand même, ça fait une expérience assez courte, tu vois, je l'ai fait que 8 mois. Et pour autant, j'ai signé, on va dire, dans l'industrie, 2 deals, ce qui est plutôt sympa. Et puis, beaucoup de deals amorcés. Certains ont été signés, d'autres non. Mais c'est là où vraiment je me suis mis à me dire, OK, comment générer de l'engagement en tant que SDR sur du grand compte, tu vois. Ouais. Justement, ce que j'allais te demander, parce que là, tu as fait plusieurs expériences où justement tu étais dans tout le cycle. Mhm. Et tu disais en fait que tu es vraiment spécialisé sur la prospection, enfin sur le début justement du Ouais. cycle. Pourquoi justement tu as eu cette préférence? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette partie du cycle?
J'ai une thèse, assez simple, c'est que je pense que la valeur aujourd'hui se déporte sur le début du cycle de vente. Ce qui est dur aujourd'hui, c'est d'apporter la table, pas tant d'être autour de la table. Heu et en vrai, c'est ce que je constate. D'autant plus que assez naturellement, tout le monde veut devenir account exécutive parce que, bah, tu es moins confronté à la peur de l'inconnu, à la peur du rejet qui est liée à la prospection commerciale et donc tu as de moins en moins de monde pour le faire. Tout du moins, les gens très bons, bah, partent sur des fonctions d'account exécutive. Donc la position de SDR, devient, si tu veux, quand tu le fais bien, quand tu fais extrêmement bien, elle a beaucoup de valeur. Tu vois, là, ma dernière expérience, donc, je fais 2 ans chez Trusted Shops, qui est un SaaS B2B. La majorité des clients, c'est des e-commerçants. Moi, je m'occupais du début du cycle de vente, donc sur les grands comptes, donc principalement distribution, assurance, banque. Bah, quand tu arrives à ouvrir des comptes que les mecs n'arrivent pas à ouvrir, forcément, tu as beaucoup de valeur. Et ouais, moi, ma thèse initiale, c'est ça, c'est que la valeur se déporte sur le début du cycle de vente. Voilà. À tort ou à raison, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Je pense la même chose parce que je suis un peu biaisé sur le sujet parce que je suis aussi dans la prospection. Je sais que là, je vois aujourd'hui dans l'équipe qu'on a, les comptes exécutifs, justement, ils sont pas trop fans de la prospection, justement, parce que comme ce que tu disais, ils n'arrivent pas Mmh. trop à ouvrir des grands comptes. Et du coup, ils se reposent un peu sur les SDR de Bien l'équipe sûr, bien sûr. pour ça. Et je pense, on va dire, si tu vois enfin, ta carrière à long terme, Mmh. pour une personne qui commence en tant qu'SDR, généralement, son next step, ça va être compte exécutif. Mmh. Et je pense que passer en SDR, premièrement, c'est vraiment une super étape pour toi dans ta carrière de Mmh. professionnel dans la vente parce que si tu sais prospecter, bah, Mmh. quand tu seras compte exécutif, franchement, tu vas. Mais tu as pas le choix aujourd'hui, de toute façon. Ouais, Aujourd'hui, c'est très rare de démarrer account exécutif, quoi. aussi. Donc, tu as pas le choix parce que justement, faut alimenter le vivier, quoi. Comme le turnover est quand même de plus en plus élevé, c'est compliqué d'alimenter le vivier. C'est ça. Je crois que c'est comme les développeurs, je veux dire, c'est la profession qui est la plus recrutée, enfin, qui a le plus besoin de recrutement, j'ai l'impression, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la profession, il y a besoin de plus de personnes. Ouais, c'est un, un côté développeur. Et donc, alors aujourd'hui, on va faire un épisode un peu différent, justement. Normalement, enfin, c'est un Mmh. épisode, comment dire, où je pose pas mal de questions. Mais là, aujourd'hui, comme on est dans une situation assez délicate, Mmh. la quarantaine, Covid-19. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer ce dont on va parler, justement? Ouais, donc c'est vrai que quand tu m'as approché, donc c'est vrai qu'on se connaît pas plus que ça, mais j'étais flatté déjà de venir ici. Donc pour les auditeurs, ouais, l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire: «OK, c'est le covid, c'est compliqué. Est-ce qu'on prospecte toujours? Si oui, comment?» Du coup, quand tu m'as invité à réfléchir sur ce sujet-là, je suis un petit peu allé voir chez mes prospects comment ça se passait. Je suis aussi allé voir sur, bah, quelques entreprises que je connaissais, comment elles faisaient. Tout ce que j'ai pu lire, écouter. Donc au début, on va se faire une petite introduction comme ça. Et ensuite, bah, on va regarder que finalement, la situation, enfin, tout le monde n'est pas dans la même situation. Et donc, il faut adapter sa prospection en fonction de la situation, bah, des prospects, des entreprises. Donc, je vais proposer une petite grille d'analyse qui vaudra ce qui vaudra. Mais j'espère que ça donnera de la clarté aux auditeurs pour se dire: OK, moi, je suis dans telle situation. Donc, du coup, je vais essayer de faire ça, 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 ça. Et puis, enfin, une petite checklist sur OK, bah, les choses à faire dans le bon ordre pour ne pas se planter. Je pense qu'il s'agit de se hâter lentement et sans perdre le courage là en ce moment dans la prospection commerciale. Sachant que ça va être difficile, faut pas se leurrer, ça va être difficile. Ouais, les prochains mois, ça va être assez compliqué. Et du coup, justement, qu'est-ce que tu as vu, tu disais sur les témoignages que tu as eu avec tes prospects? Ouais. Qu'est-ce qu'ils Ah t'ont bah, dit? j'en ai 2 à vous partager, qui sont assez marrants. Le premier, c'est un email de prospection qu'a reçu des amis à moi qui sont restaurateurs. C'est Nicolas et Grégoire, ils ont une chaîne de restauration qui s'appelle Canard Street. Donc ils ont, 4 restaurants aujourd'hui. Donc typiquement, eux, directement impactés. Et je lui demande au détour d'une conversation: «Bah, attends, il y a des gens qui t'ont prospecté en ce moment, dis-moi, ça ressemble à quoi? Comment toi tu réagis alors que tes restos sont fermés et qu'il y a plus un seul euro qui rentre?» Et il me transfère un email et je vous lis juste le début de l'email, on est entre nous, hein, après tout, ce ne sera que public en ligne, donc n'hésitons pas. Je vous lis l'email. «Bonjour, savez-vous que le safran est un anti-stress plutôt bienvenu par ces temps difficiles?» Et ensuite, il parle du safran, donc du safran qui est une épice, à 30 € le gramme, il faut le savoir, sachant que les mecs dont je te parle font de la restauration Canard Street en mode fast-food à 12 € du menu. Euh,
Bon, bah, forcément, ça, tu peux pas, quoi. Tu vois, je veux dire, tes clients, ils bossent plus, il y a plus un seul euro qui rentre. Tu les tu non, tu essaies pas de leur vendre un truc en plus, quoi. Tu peux pas. Tu peux pas. De toute façon, les mecs, ils vont te dire: «Oui, mais ils vont jamais te payer vu qu'il y a pas de sous qui rentrent chez eux, pourquoi ils en sortiraient?» Et le pire, c'est que l'email, le reste de l'email, je le lis pas, mais il est sympa en plus. La personne est pas elle est pas mauvaise fondamentalement. Je trouve que l'email est plutôt pas mal dans son entièreté. Mais pour autant, bah là, clairement, il s'est trompé de catégorie, il se dit la face, quoi. Il pense que ces restaurateurs vont encore daigner répondre et se dire: «OK, oui, envoie-moi un échantillon de ton safran». Voilà. Donc celui-là, il est bon, c'est le pire du pire. Bon, OK, Donc, la restauration, ouais. qu'est-ce qui va pas dans celui-ci, justement, pour toi? Concrètement, parce que pour moi, de mon côté, là, je vois en fait Ouais, déjà d'une enfin, pardon, le secteur d'activité ouais. qui actuellement justement c'est un des plus impactés, là, celui de la Mmh, restauration. Donc, mmh. je pense euh, pas. Enfin, après, je sais pas en France comment c'est exactement la Ouais. situation Mmh actuellement, mh. mais je sais que en parlant avec d'autres comment dire Mmh mh. commerciants en France, ils me disaient ça, c'est que la Mmh. restauration en France actuellement c'est mort. Donc déjà d'une, euh, déjà fallait réfléchir à ça, et de deux, comme ce que tu disais, le produit qui vend qui est assez cher pour une chaîne de fast-food. Ouais, et puis tu vends pas à un client qui a tu vas pas prospecter un prospect qui a pas d'argent, quoi. C'est ça? Tu vois? Moi, ma réflexion, elle est simple. Ce qui est super dur, parce que si tous tes clients n'ont pas d'argent, c'est-à-dire que toi, tu as plus d'argent, donc ton business, c'est qu'une question de trésor. Est-ce que tu as assez de trésor pour que ton business tienne le temps de l'hécatombe? Et du coup, enfin, c'est hyper cruel, c'est hyper dur, quoi. Ça se résout à une sombre équation mathématique. Et donc après, toi, en tant que dirigeant, c'est de gérer ta trésor, quoi, ton sujet. Ce qui est le sujet des restaurateurs aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, très sincèrement. On pourra en reparler après, mais peut-être tu te dis, OK, tu mises sur la reprise et en tant que fournisseur ou prestataire de service des restaurants, par exemple, tu cherches des moyens pour les aider aujourd'hui, indépendamment de ton activité. Et si jamais tu y arrives effectivement, les mecs, ce seront tes clients à vie, forcément. C'est peut-être C'est clair. c'est peut-être le seul truc à faire. Mais bon, faut être imaginatif, faut être créatif. Compliqué, compliqué. T'en veux un autre ou pas? Vas-y. OK. Là, on change, on change d'univers. Donc, on est sur entreprise de la distribution. Euh, je peux la citer, je ne dirai pas qui, mais voilà, c'est Auchan. Donc, un de mes contacts chez Auchan qui reçoit un email de prospection. Et attends, là, je me mets en situation pour bien le dire. Tu vois. Bonjour. Est-ce que vous et vos proches allez bien? De mon côté, j'ai pu quitter Paris avec ma femme pour une grande maison de famille en Bretagne. On essaie de rester positif dans cette situation si inédite et anxiogène. Je voulais simplement prendre de vos nouvelles. Arrivez-vous à maintenir votre vie pro et perso en parallèle? Point d'interrogation, etc., etc. Ils ne se connaissent pas. Tu vois, tu es dans le pathos. Là encore, quand bien même tu fais preuve d'empathie, mais t'es dans le chagrin larmoyant et tu utilises la crise en fait comme un prétexte pour justifier ton approche commerciale. Ouais. Ah, c'est mort, tes prospects, humainement, ils captent pas et quand bien même, je pense que la personne, d'accord, tu sais, l'enfer est pavé de bonne intention, tu vois, la personne ne pense pas mal, tu vois, et elle se dit, ok, c'est sympa, ça change. Mais non, ça marche pas. Faut pas être dans le pathos. Si tu as un truc à vendre et tu penses que dans le contexte actuel, ça a un vrai intérêt pour l'entreprise en question, tu vas. Sinon, tu vas pas. Là, on sait même pas ce que le mec fait. Voilà. Ça, c'est, tu vois, un écueil. Bon, après, voilà, c'est que deux exemples comme ça que j'ai fait en amorce pour qu'on s'amuse un petit peu. C'est un peu méchant de ma part. Mais c'est des erreurs que moi-même j'aurais pu faire auparavant. Et si un jour je suis fatigué, il se peut que je fasse aussi ces mêmes erreurs. C'est tout jamais. Hein. Pour autant, il y a d'autres boîtes. Il faut des choses différentes et bien en ce moment. Euh, tu vois, il y a un mec qui est super qui s'appelle Quentin Préchou de 360 Learning. Tu connais? Ça te dit quelque chose? Ouais, je le connais. Ouais. Bah, il gère les SDR et je l'ai eu rapidement sur LinkedIn une fois. Et ben, il m'expliquait que nous, on a changé totalement la manière dont on prospecte aujourd'hui. Et je pense que la clé, elle est là, c'est partir du principe que tu changes tout. C'est pas de faire business as usual, ça, j'y crois pas. Tu vois, 300 Learning, il change tout. Ok, il change tout. Très bien. J'ai demandé à mon ancienne boîte, Trusted Shops, tu vois, que j'ai quitté juste avant la crise. J'ai eu de la chance. Pour négocier, c'est quand même mieux avant que pendant. Tu vois. Bref. Donc, du coup, Trusted Shops, ok. Eux, aujourd'hui, euh, leurs clients sont principalement des e-commerçants. Donc, tu es sur des situations très différentes.
Il y en a, tu sais, les commerçants essentiels, alimentaires, etc., ça continue. Il y en a d'autres, ils n'ont plus de supply, amont ou aval. Du coup, ils ne peuvent plus livrer ou ils ne peuvent plus produire. Enfin, dans tous les cas, ils sont bloqués. Eux, aujourd'hui, ces Trusted Shops, ils réduisent la voilure quand même sur l'équipe commerciale. Mais pour autant, s'il y a des bons profils, ils vont quand même les embaucher parce qu'ils savent qu'il y a un besoin. Je le sais parce qu'on m'a demandé mon avis sur l'entreprise il y a 2 jours de cela, tu vois, quelqu'un qui allait rentrer. Et par contre, il faut passer beaucoup de monde sur le CSM dans la mesure du possible, c'est-à-dire pour gérer les clients existants. Pourquoi? Parce que tous les e-commerçants ou même les entreprises physiques qui sont en mode il n'y a plus de cash qui rentre, du jour au lendemain, tous leurs abonnements SaaS, elles sont à zéro. Donc, toutes les boîtes SaaS, ça va être compliqué parce que ça va être, c'est immédiat. Quoi. Je veux dire, tu te désabonnes et puis c'est fini. Tu n'as plus de revenus. Donc, ils font passer du monde sur le CSM. Je crois que c'est un peu ce que vous faites aussi chez vous. Ah, c'est ça. Il y a 2 semaines, on a fait une restructuration de l'équipe de vente. Et en gros, il y a quasiment plus d'activité de prospection de notre côté. Et c'est gros focus sur CSM. Et il y a des personnes de l'équipe de prospection en fait, qui sont passées dans l'équipe de CSM pour justement travailler avec les utilisateurs de notre plateforme pour améliorer l'utilisation en fait, justement de la plateforme en ce moment. Parce que là, en plus de ça, nous, sur les pays où on travaille, on va dire le plus gros pays où on est, c'est les Philippines. Et eux, ils sont déjà en quarantaine depuis 1 mois et demi. Je crois que c'était 2-3 semaines avant la France, justement. Et en fait, on a eu une hausse d'utilisation là-bas. Parce que justement, depuis la quarantaine, les gens en fait, ils sont devant leur ordi. Et du coup, ils utilisent la plateforme. Bien sûr. Oui, oui. De toute façon, pour certaines boîtes, c'est Noël avant l'heure. Hein. C'est ça. Tu prends tous ceux de la téléphonie, là, on peut penser à un Ringover en France ou à Aircall. Effectivement, c'est bonheur pour eux. C'est bonheur pour eux. Et tu vois, ça m'amène à mon dernier exemple. Et ça, en fait, je le tiens par un prestataire avec qui je travaille, un prestataire qui fait de l'externalisation pour différentes tâches, qui s'appelle Isaïe. Ils ont notamment L'Oréal en client. Bon, et ça va se voir sur tous les pipes. C'est des boîtes qui sont en stand-by, qui ont la trésor, qui la protègent, qui frisent tout. Donc, les fins de cycle de vente, là, c'est soit je pense qu'il y a les malins qui ont réussi à signer des deals là dans les jours où tu vois, mais là on arrive, ça fait 2-3 semaines, c'est fini quoi. Aujourd'hui c'est freeze et tout le monde attend de voir ce qui se passe. Voilà, tu vois, rapidement, si je fais le tour des gens à qui j'ai demandé. Donc clairement tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Je pense qu'il y a 2 types d'entreprises. Et je sais pas si tu vas me suivre sur la grille de lecture, tu me diras. Je pense qu'il y a ceux dont l'impact il est direct. Il y a les entreprises qui ont des clients qui ont été impactés directement en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est typiquement toutes les personnes, t'es fermé, t'es fermé. Hein. La seule question à se poser, c'est est-ce que dans vos prospects, il y a des gens dont le cash, il n'y a plus de cash qui rentre. Donc, la question, ça on l'a évoqué juste avant, c'est le cas des restaurants, il n'y a pas de cash qui rentre, tu t'arrêtes. Ou bien tu trouves un moyen de les aider gratuitement dans le but de les fidéliser pour plus tard. Les mecs se rappelleront comme étant toi, la personne qui les a aidés quand tout allait mal. Et ça se trouve, s'il y a des boîtes qui travaillent que avec des restaurants, par exemple, on reste sur le cas des restaurants, trouver ces moyens-là, quand bien même ça va être super difficile parce qu'il faudra qu'en parallèle, vous ayez la trésorerie vous pour tenir. Voilà. Et sur toutes les boîtes qui ont le cash qui est directement impacté négativement, l'account management, on l'a vu aussi, ça va être galère. Après, je pense que sur ces entreprises qui ont un impact sur les clients, qui ont des impacts directs sur leur chiffre d'affaires, tu as forcément les boîtes essentielles. Donc, tout ce qui est distribution, pharma, logistique. Là, tu peux foncer sur ta prospection, mais tu dois bien distinguer les opérationnels des sièges. C'est assez bizarre. Les opérationnels, forcément, ils sont sous l'eau, ils ne te parleront pas. C'est complètement, ce serait pas malin, on va dire pas pertinent de les contacter aujourd'hui, pas faire preuve d'empathie de les contacter aujourd'hui. Mais par contre, les sièges sociaux, avec le confinement, assez disponibles. Tu vois, je prends mon contact chez Auchan, qui est dans l'équipe marketing digital d'Auchan. Il y a du temps parce qu'il y a des réunions en moins, il n'y a pas le temps perdu au café, etc. Ils sont quand même assez disponibles. Donc là, et en plus, ces boîtes-là auront de la trésor. Donc moi, honnêtement, si vous avez dans vos pipes ou dans vos cibles clients ces gens-là, des boîtes essentielles, grands groupes, foncez quoi. Foncez et on verra comment, on pourra en parler d'ailleurs, comment faire. Et après, il y a les clients, on va dire les plus petites entreprises, mais qui elles sont boostées par le Covid à fond. Eux, il faut juste laisser tomber parce que juste ils vont être injoignables, ils auront des tensions sur leur supply, sur la production, sur les livraisons, etc.
Donc ça, bon, faut juste pas y aller. Donc voilà, t'as ceux qui sont impactés négativement, tu as les boîtes essentielles grandes, et puis tu as les boîtes essentielles qui sont petites, qui n'ont pas cette distinction opérationnelle chez les sociaux. Je pense qu'il faut s'adapter en fonction. Et ensuite, tu as l'autre catégorie de boîtes, c'est ceux qui ont des impacts indirects. Tu vois, notre L'Oréal, par exemple, lui, il n'a pas encore subi l'effondrement des ventes. Je présume que la cosmétique, là, ça va être un peu compliqué. L'Oréal ne fait pas que ça, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont arrêté de se maquiller et que du coup, ils vont se prendre un scud d'un moment ou à d'autre. Et là, il va y avoir une situation un petit peu bizarre quand on va prospecter sur les entreprises qui ont des impacts indirects. C'est qu'en fait, elles vont en profiter de ce moment un peu de pause pour s'éduquer sur plein de sujets. Tu vois, Transcendent Learning, Quentin me disait qu'ils avaient d'excellents taux de retour en ce moment. Genre, l'engagement, c'est la folie. Alors, bien sûr, Transcendent Learning, ils font ça très bien. Mais je pense que si vous prospectez les gens sur des sujets, actuellement, comme ils sont plus disponibles, ils sont davantage disponibles sur ce type d'entreprise, ça va mordre. Mais en fait, et là, il faut être vachement vigilant quand vous qualifiez. Car en fait, très probablement, la métrique que vous n'avez pas du tout maîtrisée, c'est quand est-ce que ça va signer. Donc, vous allez pouvoir éduquer le marché, vous allez pouvoir créer de l'engagement, créer des relations. Mais à mon humble avis, faut considérer que c'est pour plus tard. Il ne faut pas considérer ça comme des opportunités à mettre votre pipeline parce que vous allez être déçu demain. Moi, je le vois, là, j'ai demandé à 2 de mes collègues de Trusted Shop de me dire eux, comment ils le faisaient, pardon. Et là, ils ont fait un email qui est très bien pour travailler sur les contacts existants. C'est-à-dire, tu vois, des gens, par exemple, tu prends une entreprise, tu prends genre Truffaut, tu vois, tu as discuté avec Truffaut il y a 1 an. Bon, à l'époque, ça ne s'était pas fait, pour X ou Y raison. Et là, tu profites de ce moment où les gens sont un petit peu disponibles pour arriver et remettre le sujet pour les éduquer et voir comment on peut se positionner. Est-ce que tu veux que je te fasse une petite lecture de l'email ou pas? Moi, je le trouve très bien et je pense que tout le monde peut le copier-coller. Tu vois. Ouais. Avec grand plaisir, justement, pour voir un peu l'exemple Ouais. de ce qu'il faut. Donc, bonjour, monsieur, madame, peu importe. Vous avez brièvement échangé il y a quelques mois avec mon collègue Thibaut, en l'occurrence moi, concernant les avis clients. Le moment ne semblait pas être bien choisi pour vous. Il serait évidemment maladroit de ma part de présumer que le moment est plus opportun aujourd'hui, au vu des circonstances actuelles. Néanmoins, j'ai reçu plusieurs emails de partenaires potentiels qui profitent de cette période un peu particulière afin d'évoquer le sujet des avis clients avec nous et se préparer au mieux au retour de l'activité normale. C'est pourquoi je m'autorise cet email afin de voir avec vous s'il y a possibilité d'échanger. Et ça cartonne. Tu vois, ok, il y a une situation, on a le temps, on ne va pas présumer de quoi que ce soit, parlons-en. Et ça cartonne. Et par contre, c'est à double tranchant parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, tu vois. Là, il y a une opportunité, c'est que ça va rabattre les cartes de toutes les entreprises. Tous les projets, toutes les roadmaps, elles vont être chamboulées. Et la question, c'est si toi, en tant que prestataire de produits ou de services, tu es mieux positionné avant ou après la crise. Et c'est pour ça que ce travail est intéressant, là, en ce moment. Tu vois, moi, aujourd'hui, là, je monte une nouvelle boîte, mais si je devais prospecter aujourd'hui sur du key account comme j'étais chez Trusted Shops, en vrai, je fais que ça. Je travaille mes contacts existants, je m'assure qu'on est mieux priorisé en sortie de crise qu'en début de crise. Et sur mes contacts inexistants, je ne cherche même pas à parler de projet. Je suis en mode, OK, on s'éduque. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les avis clients, la confiance à l'heure du digital, etc. Et c'est ce qui se passe, tu vois, avec Transcendent Learning, ça cartonne, mais en fait, quand il a dit oui, ça cartonne, mais en fait, tu n'as pas d'opportunité. Non, les gens s'éduquent, ils répondent, ils ont du temps, mais il n'y a pas d'opportunité. Les opportunités reviendront quand il y aura une meilleure visibilité économique. Et de toute façon, aujourd'hui, si jamais tu arrives à vendre, c'est qu'il y a un mec qui a dit oui, c'est le CFO. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les décisions sont mises aux mains du CFO parce que tous les budgets doivent être gelés et en cours de modification pour l'année à venir. Et donc, la vraie question pour ceux qui veulent vendre, je pense que c'est encore possible malgré la période. Et ceux qui veulent aller jusqu'au bout du cycle de vente, mais là, on sort de la prospection, il faut qu'ils arrivent à adresser leurs valeurs au CFO directement. Et c'est chaud. C'est chaud. T'as Gong qui a fait un article très bien sur le sujet, mais ouais, c'est compliqué. C'est plus dur. Justement, je l'ai vu, mais je l'ai pas encore lu. Faut que je lise cet Ouais, article. c'est du Gong classique, mais Ouais. il est bien. Il est très bien. Et du coup, je te rejoins un peu sur ça, sur ce que tu es en train de dire, en fait, justement, sur l'éducation de tes prospects, pas surtout sur du grand compte, parce que c'est ce qu'on est. Je voulais en parler un petit peu après, mais comme tu as déjà Vas-y. commencé à parler du sujet, on va commencer. Justement, nous, ce qu'on est en train de faire,
on est en train vraiment, au lieu de passer sur une stratégie, comme tu disais, de pure prospection, là, on va être vraiment dans l'idée de créer une relation avec nos prospects qui sont chez eux, où justement ils ont du temps, où on va se positionner comme fait 360 Learning, on va les éduquer. Et j'imagine très bien que justement, ce que tu disais là, que tous les budgets justement ils vont être gelés. Donc on va sûrement pas créer du pipeline maintenant, mais on est en train de positionner la marque. Comme nous on est sur une startup qui est connue dans certaines industries, mais pas dans Mhm. toutes les industries, ça va nous permettre aussi de nous positionner et comme tu dis, de les préparer à la sortie de la crise, de cette situation et de Mhm. quand en fait ils vont pouvoir repasser et reprioriser certaines choses, on sera dans la Mhm. liste des priorités. Avec le recul, tu vois, le terme s'éduquer, je suis pas fan. Ouais, On va dire c'est échanger, créer de nouvelles échanger. relations. Tu vois, Ouais, j'ai dit s'éduquer, mais c'est un peu une bêtise. Mais ouais, bah oui, de toute façon, euh, et là, après, c'est un choix d'entreprise stratégique. C'est est-ce que tu as la trésor pour le faire? Euh, et dans ce cas-là, ça peut, je pense que les entreprises qui vont être à fond sur OK, on veut juste nouer des liens aujourd'hui, euh, vont cartonner quand ça va revenir, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'il y a des entreprises qui malheureusement vont arrêter, vont plus prospecter. Tu vois. Mais là, bon, c'est plus un arbitrage financier quelque part aussi. Où est-ce que tu mets tes ressources dans ta boîte? Mais en tout cas, c'est clairement, si tu as les ressources, c'est une bonne stratégie parce que probablement peu vont le faire. Là, tout le monde va le faire au début, mais tu sais, ça va s'essouffler. Ça va s'essouffler. Et peut-être ça aura le coup de le faire peut-être un tout petit peu plus tard. Là, tout le monde est encore en mode au prospect comme d'habitude, où on essaie, donc peut-être que les gens sont plus sollicités qu'auparavant, les prospects. Et mon intuition, c'est que dans quelques semaines, ce sera beaucoup plus calme. Mm. Pour nous, de notre côté, je t'avoue qu'on avait déjà mis en place en fait cette stratégie d'éduquer les prospects euh, Mhm. dès la prospection, pas uniquement Mhm. quand on commence à parler avec eux, Mhm. parce que en fait, nous on voyait ça comme on travaillait sur du grand compte, généralement Mhm. c'est plus du long terme et la relation que tu crées avec tes comptes, justement, si dès le début, comme tu disais tout à l'heure, la prospection c'est une des étapes les plus importantes du cycle. Et nous, on voyait ça comme une opportunité justement pour nous positionner comme des experts sur le sujet du recrutement Mhm. dès le début. Et nous, on crée du contenu et on vous aide justement Oui, comment dire, à vous former sur ça. mais ça c'est ce qu'on veut tous faire. Ça, c'est ce qu'on veut tous faire. Yes. Ouais. Et on a vu la différence. On a eu Mhm. certaines opportunités au Mexique, par exemple, avec des Mhm. boîtes qu'on essayait de prospecter avant, où il y avait Ouais. zéro éducation avec eux. C'était que de la pure prospection, d'essayer d'avoir du meeting. Ouais. Et Oui. on a créé des relations avec des vice-présidents Mhm. ici en faisant ça. Trop bien. Trop bien. Et, et peut-être il y a certaines boîtes qui vont dire ouais, mais ça prend plus de temps à faire ça et tout. Mais si tu veux créer une relation avec une grande boîte, j'ai fait cette semaine, justement, j'ai fait un autre épisode où on parle de ça, Mhm. sur la relation grand compte. Un grand compte, c'est une relation pour 5 ans, 6 ans, voire plus. Mhm. Et si tu prends pas le temps dès le début en fait de créer cette confiance avec tes prospects, eux ils vont pas prendre le temps forcément de t'écouter. Mhm. Bien sûr. Et puis, ouais, ouais, exactement. Exactement. Donc ça, on était sur la grille justement que tu étais en train de nous mentionner. T'as fini sur ça ou tu veux qu'on passe sur la Non, checklist? c'est bon. Ouais. Enfin, la grille, elle est simple. Hein, c'est Ouais, ouais, OK, impact direct, indirect. Après, il y a ceux qui sont dans la merde, ceux qui sont pas dans la merde mais qui ont plus de temps de te parler, et puis ceux qui sont entre deux. Voilà. c'est ça. Et sur l'indirect, c'est un petit peu différent. Ils sont en stand-by dans l'attente. Et pour autant, ils sont davantage disponibles. Donc, c'est là où c'est intéressant pour générer de l'engagement qu'auparavant, tu aurais plus de mal parce qu'ils auraient été eux dans l'opérationnel habituel qui les fait, qui se noient un peu. Bref, ça rabat les cartes, quoi. C'est ça. Faut le voir comme un exercice pour rabattre les cartes. On redistribue le jeu. Aujourd'hui, le jeu de la prospection, c'est de redistribuer les cartes entre vous, vos concurrents et les autres projets qui sont aussi concurrents finalement. Parce que les entreprises ne peuvent faire qu'une chose à la fois. C'est exactement ça. Ok. Et du coup, ton dernier point justement, c'était la checklist. Ouais. Euh, Assez simplement, tu vois, imaginons, on revient 2 semaines, 2, 3 semaines en arrière. Tu es une boîte SaaS, B2B. Alors, il y a, qu'est-ce qu'on fait? Je la construis avec toi. Hein. Tu m'interromps si jamais tu penses qu'il y a une ineptie là-dedans, ce qui est possible.
Première chose, c'est, je pense que tu coupes tout, toute ta prospection telle que tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui, tu coupes tout et tu en profites aussi pour oublier, toutes tes newsletters marketing, enfin toute ton automatisation, tu la mets en stand-by, tu la coupes. Ça, c'est ton premier temps. Ton deuxième temps, c'est que fondamentalement, avec le confinement, tu as le temps. Faut pas se leurrer, confinement, crise économique, il y a plein d'entreprises qui vont être dans le mal, grand niveau d'incertitude, personne ne maîtrise rien. La conséquence de ça, c'est qu'on a le temps. Pourquoi? Parce que les deals, de toute façon, ils ne seront pas signés demain ni après-demain. Les boîtes, n'importe quelles soient, vont remettre de l'argent quand elles auront moins d'incertitude. Après, les ventes, ça va se faire, hein, parce que la vie a horreur du vide, on va tous consommer autre chose, ça va bouger. Mais par contre, on a le temps. Et quand tu as du temps, bah, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que c'est intéressant là-dessus, aujourd'hui, de se plonger sur tes processus sales. Tu vois? Si par exemple, tu es une boîte qui n'a jamais mis en place un SEP, Sales Engagement Platform, tu vois, si jamais tu n'as jamais mis en place, si on prend des Français, un Datanas ou un Lemlist, ou bien un Outreach, un Apollo ou un Salesloft, bah, c'est le moment de réfléchir à comment organiser efficacement ta prospection en passant notamment par l'automatisation qui est permise par les SEP. Tu vois? Ça, c'est finalement, OK, c'est la deuxième étape, quoi. Parce que de toute façon, comme on n'est pas trop pressé, autant se préparer pour être une machine de guerre lorsque ce sera le moment. C'est peut-être le seul moment qu'on a aujourd'hui où l'important va primer sur l'urgent. Pourquoi? Parce que l'urgent, de facto, il n'y en a plus avec le confinement. Et donc ça, c'est pas mal. Troisième point, et ça, c'est lié plus à ton entreprise en général. Prends le temps, je pense, tu vois, moi, c'est ce que je ferais si c'était une boîte que j'aurais à l'heure actuelle. Bon, voilà, c'est tuer toutes les frictions que tu as dans ton équipe de vente. Tu vois, au lieu de se dire, OK, on va se remettre tout de suite à prospecter, etc., qu'est-ce qui, jusqu'à présent, nous a freinés? Tu vois, ça, c'est la troisième étape. Tu n'es pas forcément sur tes process de vente, ça peut être sur comment tu communiques, comment tu mesures la performance au sein de ton équipe. Tu vois, ce genre de sujet. Des sujets de fond, fondamentalement, mais que moi, j'inviterais à faire relativement tôt, maintenant. Pourquoi? Bah, parce que on a parlé, oui, d'aller échanger avec les prospects, générer de l'engagement, éduquer. Je pense que tes concurrents vont le faire aussi. Et ce qui est très frustrant, c'est quand tu engages beaucoup d'énergie sur un début de cycle de vente et que tu as du répondant, parfois ce qui arrive, c'est que tu as des compétiteurs qui arrivent sur la fin du cycle de vente. Tu vois, tu as fait 6 mois que tu parles avec un prospect. Eux, ils sont arrivés il y a 2 mois dans les discussions, mais ils sont beaucoup plus frais que toi. Le prospect, il comprend beaucoup mieux le projet, il pose de bien meilleures questions et toute la relation est beaucoup plus fluide. Et du coup, ils vont te prendre le contrat. Ça, c'est un biais qui est humain, qui est assez vrai. Et donc, il y a un peu à double tranchant un truc qu'on a dit tout à l'heure, c'est OK, on peut parler avec plein de gens, mais il ne faut pas s'épuiser. Donc c'est pour ça que moi je préconiserais, tu vois, d'attendre. OK, on améliore notre machine à prospecter et ensuite on améliore nos process. On va essayer de se former un petit peu. Tu vois, ça peut être le moment. Aujourd'hui, on est en remote, les gens sont pas à la même intensité. Faut se former. OK. Une fois que tu as fait tout ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, je pense que sur de la prospection, faut retourner dans une logique de, si vous êtes plusieurs, tu vois, si tu es tout seul, c'est difficile, mais si dans une équipe, vous êtes plusieurs, session de groupe. On travaille ensemble au même temps, aux mêmes horaires, en ayant bien conscience qu'il y a des gens qui travaillent dans des environnements plus ou moins de qualité. Et là, du coup, il faut être flexible. Et je pense qu'il faut instaurer des sessions de groupe. Ensuite, si je continue la checklist, il faut faire ultra attention à comment on qualifie et surtout à ne pas qualifier sans être vraiment certain que la matrice de qualification que vous avez, peu importe laquelle, soit bien respectée. Là, il va y avoir beaucoup d'illusionnisme, beaucoup de commerciaux optimistes qui vont se dire: «Ah oui, j'ai parlé, il est super intéressé, ça va bientôt se passer». Non, non, il n'y a rien qui va bientôt se passer. Quand vous qualifiez et que vous créez une opportunité, c'est qu'il y a vraiment quelque chose et vous êtes sûr de votre coup. Sinon, il va y avoir plein de gens qui vont attendre le train qui n'arrive jamais. Il n'y a rien de pire que ça. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était sur au niveau du temps, là que justement, Ouais, tu vas peut-être avoir une opportunité, mais tu sais pas quand ça va se faire, quoi. ouais, ouais, ouais. Et ça va être des ventes beaucoup plus complexes. Il faudra que votre champion, il s'adresse au CFO et que le CFO soit convaincu de la valeur, quoi. Et que votre champion, il ait un langage de CFO. Et ça va être, ça va être horrible, hein, ça va être les retours de ROI, hein. Donnez-moi le ROI de votre solution, hein. Concrètement, c'est ça, hein. Soit c'est essentiel pour le business, soit ça l'est pas. Si c'est pas essentiel pour le business, ça sera pas. Ça va être bête et C'est pas une méchant, priorité, ouais. hein. Ouais, ça va être bête et méchant. C'est pour ça qu'il y a ça va être très dur pour plein de monde. Voilà. Donc, faire gaffe en qualifiant. Étape 6.
Après, là, c'est plus je sors de la checklist, tu vois. En préparant, tu vois, il y a 4 remarques qui me sont venues un petit peu à l'esprit. Tout ce qui est webinar et tout, tout le monde va en faire. Tout le monde en fait déjà. Je pense que à terme, c'est de l'énergie un peu mal employée, quoi. On a le temps de faire l'interaction one to one. Il faut chercher l'interaction one to one. J'ai du mal à y croire, tu vois. Sauf si tu es une boîte qui a une belle notoriété, que tu arrives vraiment à avoir des sujets guest star et tout, c'est peut-être l'exception. Mais comme tout le monde ne peut pas avoir des sujets guest star et être la boîte la plus connue de son marché, par définition, ça va être compliqué. Le gratuit, je le décommanderais. Tu vois, n'importe quelle boîte qui commande à vendre ses services gratuitement, c'est la mort. Parce que fondamentalement, ce qui est important, c'est ta valeur perçue, pas ta valeur réelle. Donc, si tu commences à faire du gratuit, ou alors à part si c'est du SaaS, tu fais 2 semaines, 1 mois, bon soit, tu vois? Mais, ça peut être un vrai piège et gérer l'humain, gérer tes employés, s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils sont flexibles, qu'ils sont dans de bonnes conditions, ça va être super important et un sujet, tu vois, une idée, moi un truc que je ferais bien, tu vois, que j'aurais adoré faire chez Trusted Shops par exemple, c'est, tu remets en relation tes clients entre eux, par exemple. Tu mets en relation tes clients entre eux et tu invites un peu des prospects. Et tu fais des chatrooms avec peut-être une petite présentation. Hem et c'est un peu, la version, 1 de ce que fait Spendesk avec leur, CFO Connect, tu vois? Où ils rassemblent entre eux plusieurs centaines de CFO. Là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour sortir un peu de l'exercice de vente. C'est se dire: «OK, je prends mes clients, ceux qui sont un peu à l'arrêt de facto, je prends quelques prospects et ça échange». Là, il y a un truc à faire. Les modalités, je sais pas encore comment, mais il y a un truc à faire. On Ouais, est en train de voilà. voir pour faire ça justement Ouais. des panels, justement, enfin des Ouais. panels. Ouais, ça, des conversations avec 10-15 personnes. Ça va être des Zooms principalement, Oui. Bah, oui. où justement on va faire intervenir des clients, où ils s'échangent en fait justement ce qu'ils font actuellement pour gérer la situation. Ah, j'aimerais tellement être un commercial chez Zoom aujourd'hui. Euh, Tellement beau, Ils tellement sont, beau. Ouais. cette année, ils vont avoir une bonne année Zoom en Bien termes sûr. d'utilisateurs. Et ok, bah, du coup, de mon côté, moi, en fait, bah, j'avais déjà commencé un peu à réfléchir Mmh justement mh. à ce que j'allais faire au niveau de la prospection. Mmh mh. Et il y avait des points que tu as déjà mentionnés justement sur la grille tout à l'heure, en fait, Ouais. des secteurs, euh, enfin des secteurs, des entreprises que tu peux attaquer et celles que Mmh mh. non. Mais justement, je reviens sur ce que tu disais, c'était des appels avec tes clients, parce Mmh mh. que là, ce qu'on fait justement cette semaine, nous, c'est on fait des appels avec nos clients pour comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement. Mmh mh. Et c'est pour pas supposer et se dire, ah ouais, Mmh. bah, comme toutes les boîtes, il se passe ça chez eux. Et Mmh mh. justement, non, bah, on fait des appels avec eux Mmh mh. pour se mettre à leur place, justement, et comprendre qu'est-ce qu'ils font concrètement pour gérer la quarantaine. Là, on a un prospect avec qui on parle, qui est en Colombie, qui ont 17 000 employés, et les 17 000 employés travaillent depuis chez eux. Mais concrètement, comment ils ont géré ça? Mmh mh. On va pas supposer, on va leur parler directement et essayer de comprendre. Et on fait vraiment ce type de relation pour pas supposer et vraiment avoir cette information en amont pour nous, pour déjà, bien vu pour la prospection, pour adapter nos messages sur ça. Parce que l'idée, c'est pas, comme ce que tu disais tout à l'heure, d'envoyer un message de dire ah ouais, la situation elle est difficile et t'attaques ou t'essayes de créer une relation avec la personne sans vraiment comprendre ta situation. Mmh. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est vraiment parler avec nos prospects et clients pour comprendre leur situation. Et là, Deuxi- ça va, les mecs, ils sont transparents, ils sont honnêtes, tu les sens comment? Ouais, ils sont transparents, ils sont ouverts, justement, ils ont plus de temps, comme Ouais. ils bossent depuis chez eux. Et nous, on est sur du call center principalement, et les opérations, elles ne s'arrêtent pas, justement, parce que un call center, actuellement, on va dire, ils sont très sollicités. Mmh mh. Euh, je vois pour tout ce qui est l'industrie du tourisme, actuellement, c'est l'horreur, en fait, de parler avec Ouais. un call center, et ils sont surchargés. Et du coup, leurs opérations ne peuvent pas s'arrêter, concrètement. Ouais. Et ils doivent continuer à recruter. Parce que bien sûr, nous, comme on est sur le recrutement, ils doivent continuer justement à avoir des Mmh. personnes pour faire tourner Ouais, donc tu es l'opération. essentiel pour eux.
C'était C'est essentiel. ça. Ouais, parfait. Et au niveau du recrutement, bah, ils sont passés sur on va dire, ils étaient digital, physique, et maintenant c'est 100% digital. Et comme on vend une plateforme de recrutement Ouais. digital, bah, du coup, c'est Non, mais en pour fait, eux, c'est ça. Ouais, et en fait, tu m'illumines une meilleure façon de segmenter tes prospects, c'est de se dire, OK, pour quel segment de prospect je suis devenu indispensable, essentiel. Tu sais, c'est comme, en fait, finalement, c'est comme cette histoire de confinement, quoi. C'est quoi les business essentiels? C'est quoi les business pas essentiels? Ouais, c'est une bonne grille de lecture, hein, clairement. bah, c'est ça, hein. On le faisait justement avant, sans la situation, pour faire tu sais, nos listes de comptes, pour les organiser justement. C'est pour quel secteur d'activité on aura le plus de ROI. Mmh. Parce que en soi, en théorie, bah, comme je pense comme quasiment tous les services, tu peux le vendre à tous les secteurs d'activité. Mmh. Et bien sûr, il y a des secteurs d'activité où on profite le plus. Nous, pour ce qu'on fait, c'est principalement call center et agence de recrutement, enfin Adecco, Manpower, ce genre de boîte. Et en situation de crise, ce sont deux secteurs d'activité qui sont pas impactés vraiment. Justement, ils sont en Ouais, croissance pendant ces périodes-là. Parce d'accord. que les boîtes avec qui on bosse, par exemple, ils vont virer leurs recruteurs, la plupart, Mmh. et ils Ouais, vont sous-traiter le recrutement avec d'accord. une agence comme Adecco ou Manpower. Très bien. Que de changement. OK. Voilà. C'est... Donc, l'idée, premièrement, c'est de commencer vraiment de se mettre à la place du prospect, comprendre ce qui se passe dans leur monde et pas supposer, justement. Après, sur le message, en parlant avec d'autres personnes, justement, ils m'ont dit que le téléphone actuellement, c'est mort quasiment, les prospects répondent quasiment pas. C'est certaines Ah personnes qui ouais, m'ont dit qu'ils ont 80% de NRP au d'accord. niveau de leurs appels. OK. Donc, plus focus sur l'email, LinkedIn, principalement. Mmh. Et pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment être empathique avec tes prospects. Parce qu'eux, ils sont perdus dans leur situation actuelle. Concrètement, ils ne savent pas comment leur situation elle va évoluer au sein de leur boîte. Donc, je pense que là, en France, ça s'est un peu calmé au niveau de ça parce que ça fait 2 3 semaines déjà que la quarantaine elle a commencé. Ouais, non, je pense que c'est Mais le début des emmerdes, hein, en vrai, hein. eux, ils sont Parce que les mecs, perdus. Ouais, ouais. Je pense, parce que vous, c'est plus tard au Mexique, c'est ça? on Enfin, a commencé, on a commencé lundi. Donc, Ah mais oui, c'est ah oui. c'est pas obligatoire. Donc, Ah oui. Non, parce que là, c'est encore l'illusion que ça va bien se passer, c'est en ça. fait. Tu vois? Là, nous, il y a 2 semaines en France, c'était l'illusion que ça allait durer jusque allez, fin avril, 15 avril, c'est terminé cette affaire. Et en fait, en réalité, on se fait doucement à l'idée que ça va durer beaucoup plus longtemps que ça. Et donc, quand tu es une entreprise, tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai des vrais problèmes. Et donc, c'est là, en ce moment, que je pense qu'en France, les vraies questions se posent. Tu vois? Donc, c'est pas plus calme. C'est qu'en fait, les mecs commencent à prendre le sujet sérieusement. Tu sais, c'est pour que ça, tu sais, faut que tout le monde fasse gaffe à un sujet pour qu'il devienne vraiment important. Tu vois? Et aujourd'hui, je pense que dans toutes les boîtes en France, maintenant, ils sont tous en mode gestion de crise. Ce qui était peut-être pas le cas il y a 2 semaines parce qu'il y en avait certains qui devaient se dire, et à juste titre, tu vois, moi aussi, j'ai fait l'erreur, hein, de se dire, maintenant, c'est bon, on va faire le confinement, dans un mois, c'est fini et tout redevient comme avant. Et en réalité, on se rend compte que ça va durer beaucoup, beaucoup plus longtemps que ça. C'est ça. Donc au C'est... Mexique, je sais pas. Bah, on est un peu en retard sur la situation, mais il va se passer la même chose d'ici quelques semaines, hein. Donc on verra. On verra, j'en parlerai dans d'autres épisodes justement pour dire comment l'évolution de la situation ici. Voilà. Tu vas avoir le temps, hein, maintenant. Ouais, c'est, on travaillait déjà en télétravail avant, donc pour nous c'est pas un gros changement. On a des bureaux et on peut travailler depuis chez nous, Mhm. mais c'est pas un gros changement de notre côté sur l'opération de notre boîte. Mhm. Et du coup, pour continuer, donc toujours sur le message, c'est le dernier point en fait, c'est ça rejoint mon premier point, c'est bah, adapter ton message sur les nouveaux challenges que les boîtes rencontrent. Et vraiment essayer de... Tu le sais pas vraiment. Bah, Tu vois. justement, c'est pour ça qu'il faut parler avec tes prospects Ouais, et tes clients pour comprendre justement les challenges qu'ils ont. ouais. Tu parles à tes clients direct, ouais, C'est je ça. comprends. Ok, ouais, bien sûr. Parce Ouais. que normalement, tes clients, enfin, faut pas supposer non plus, mais normalement, la plupart de tes Oui, clients, ils ont des challenges ouais. similaires, mais Oui, chaque oui, t'as boîte est pas tes clients différente. directs. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je précisais ça, pour pas supposer et pas arriver avec un message.
Ah, bah on imagine que ça se passe comme ça chez vous, alors que ça se passe pas comme ça du tout. Et après, le troisième point, c'était bah, justement, bah, on en a déjà parlé, donc c'est comment éduquer en ce moment bah, tes prospects. Donc, bah, tu disais sur les webinars, je te rejoins sur le point parce que c'est vrai qu'en ce moment, en fait, tu as beaucoup de création de webinars. Ouais, c'est Et pour créer infernal. du webinar, Ouais. Moi, j'en suis plus, tu vois, j'arrête d'en faire, ça me saoule, tu vois. la J'arrête. première semaine, il y en avait peut-être, je sais Ouais, pas, j'en avais 5 ou 6 sur mon calendrier. Et là, je t'avoue, ouais, ouais, c'est j'arrête infernal, pas. c'est infernal. Et justement, c'est le moment aussi pour vous de commencer à utiliser, à éduquer vos prospects. Donc justement avec le contenu que vous avez, qui est créé par votre pote, dans vos communications. Donc Mais je pense pas même qu'il faut aller au-delà de ça, hein. comment ça? J'aime bien te casser Vas-y, ta vibe, vas-y, mais vas-y. non, mais en vrai, tu prends tes prospects un par un et tu vois, tu as le temps de faire, tu veux faire du personnalisé. Tu veux faire Ouais, du personnalisé. Tu peux avoir des discussions vraiment de qualité avec les gens on the go, quoi. C'est le petit email, hey, salut, ça va? De toute façon, on s'était vu il y a quelques temps. À l'époque, c'était pas un sujet. Aujourd'hui, est-ce que tu veux prendre un peu le temps de creuser? Bon, je me doute bien que ça va pas être pour demain, mais au moins, vous serez prêt pour le bon moment. Et je pense qu'il faut se montrer sympa. Tu sais, c'est un peu comme des prospects qui sont en stage d'achat, un peu, ils sont pas sur le développement de la solution encore, ils sont au stage d'avant, ils savent qu'ils ont un problème et ils l'ont identifié. Bah, là, en fait, c'est juste d'être sympa. Tu montres que tu es le commercial sympa qui va pouvoir leur expliquer un peu ton affaire au téléphone rapidement. Tu vas probablement, tu as eu l'accord de les appeler via email. Et là, tu peux faire 5, 6, 7 belles conversations par jour où les mecs vont se souvenir de toi pendant longtemps et où toi, tu vas pouvoir faire tes découvertes, tu vois, et apprendre d'eux et comprendre leur organisation. Pour que quand demain ça ira mieux, finalement, ta découverte soit déjà faite et que tu n'aies plus juste à attendre finalement le beau moment, pas quand il sera, pour aller plus loin dans l'affaire, tu vois. Et, on va redevenir un peu à l'ancienne, quoi. ouais, c'est ça. Je pense. Bah ouais, concrètement, comme tu dis, ouais, c'est ça, comme t'as le temps, t'as le temps de faire ces appels que normalement t'auras pas le temps en temps normal de faire Ouais, avec il y aura tes peut-être prospects. plus besoin de les planifier dans l'agenda, tu vois. C'est ça. On the spot, quoi. Les mecs sont chez eux. Au pire, ils ont un rendez-vous remote, ils se mettent en mute, tu vois. Ah, j'en sais rien, mais j'imagine, tu vois. Il va y avoir des trucs ubuesques. Ouais. Et le dernier point, bon, ça paraît un peu logique, mais enfin, Mhm. en gros, si vous pouvez pas faire de business, bah, profitez-en pour bah, commencer à travailler vos listes et préparer vos listes pour quand vous pourrez prospecter à nouveau. Ouais, travailler de fond, C'est ouais. bah, je parlais avec Maxime Robles de Swile, justement, qui me disait qu'en ce moment, ils travaillaient beaucoup sur leur liste de prospection pour quand la situation va se calmer. Donc, c'est travailler sur les listes. Et on arrive sur la fin de l'interview. Donc, j'ai quelques questions, justement, avant de te laisser y aller. Oui, vas-y, shoot. Euh, En contenu, ressources, qu'est-ce que tu lui écoutes et qu'est-ce qui a plus influencé ta vie de commercial? Gong. Actuellement, c'est Gong, Bon. le blog de Gong. Donc, Gong, pour les auditeurs, c'est un service qui écoute les calls en intelligence artificielle et qui en déduit les bonnes et mauvaises pratiques. En fait, c'est un outil de formation que je trouve extraordinaire. Et le blog de Gong, c'est pépite sur pépite. Donc, clairement, Gong. Ensuite, je suis une personne sur LinkedIn, c'est Brian Jebers, qui est extraordinaire. Genre, c'est des petites vidéos d'une minute par jour, ça c'est vraiment bien. Voilà, actuellement c'est ça. Après, ce qui m'a le plus influencé en termes de bouquins, il y a un bouquin qui s'appelle Smart Calling. Tu as un autre bouquin, c'est Sales EQ. Donc ça, c'est sur l'intelligence émotionnelle en deal. Et l'année dernière, Never Split the Difference de Chris Voss. Si tu lis ces trois bouquins, tu es bien en sales, je trouve, en vente. Et c'est assez récent. Après, d'autres bouquins plus accessoires, Customer Success, qui explique pourquoi le CSM va devenir plus important que les sales. Ça, c'est top. Et le bouquin de Outreach qui s'appelle Sales Engagement, pour expliquer tout ce qui est derrière l'automatisation, etc. Il est bien celui-ci? Ouais, ouais, il est pas mal. Ok. Ouais, Je l'ai sur il la est pas liste, mal. justement, je l'ai pas encore acheté. Il est pas mal parce qu'il est plein de cas concrets, pratiques, et il donne une bonne compréhension de qu'est-ce que l'automatisation implique dans la vente, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, et surtout ce qu'on ne peut pas faire fondamentalement. Ouais, non, il est vraiment bien. Ouais, c'est pas mal.
Donc voilà, bouquins. Mais vraiment aujourd'hui, ouais, blog, le LinkedIn de Brian Jabers et les bouquins. Et tu vois, les podcasts, j'en écoute, mais c'est de temps en temps, au fil de l'eau, quand la personne invitée me plaît, etc. Mais c'est moins, on va dire, irrégulier. Mais aujourd'hui, ouais, le truc essentiel pour moi, ça reste Gong. En vrai, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et, les outils que tu utilises. Alors, bah, écoute, je vais t'en parler très simple. Cet après-midi, j'étais pour un client, je fais encore un peu de freelance. Pour un client, on a setup Lemlist avec Phantom Buster, Drop Contact et LinkedIn Sales Navigator. Typiquement, bah, tu vois, là, j'ai suivi le tuto vidéo. C'est trop bien. En 20 minutes, tu arrives à mettre en place une machine à prospecter qui est assez qualitative avec des images personnalisées dans tes emails. Euh, Tu vois, je fais du data ananas aussi un petit peu en parallèle. Je veux essayer d'en faire un peu plus parce que je connais Arthur, le fondateur, depuis peu. Et je pense que l'outil a le mérite d'être français et qu'il faut y aller. Et après, je les utilise, mais tu vois, je les affectionne pas plus que ça. Tu vois, d'autres outils du style, bah, tu vois, moi, Salesloft, je l'ai poncé pendant 2 ans. Ok, c'est bien. Salesforce, bon, bah, c'est Salesforce. Est-ce que tu peux, voilà. Donc, principalement, restons sur les Phantom Buster, les Lemlist, les Drop Contact, qui sont très très bien. Voilà, Ça marche. c'est ça. Le classique, quoi. Désolé, j'ai rien d'original, là. Désolé. Non, mais c'est bien justement pour voir ce que tu utilises, hein. Nous, on n'est pas sur les mêmes outils. Et Ouais, on est Salesforce et HubSpot en CRM. ouais, Là, on vient juste de passer sur HubSpot Sales pour ouais, la prospection. ouais. Et Après, j'aime pas trop parler d'outils, tu vois. J'aime bien parler de ouais, fonctionnalités. Parce que quand tu parles d'outils, le problème, c'est que tu mets des noms, puis les gens ne savent pas vraiment exactement ce que ça fait. Donc, c'est un petit peu pénible. Tu vois, le sujet, c'est OK, comment tu prépares tes données de prospection? OK. Comment tu prépares tes approches commerciales? Qui envoie quoi? Qui fait quoi? Tiens, c'est plus ma cam. Là, par exemple, vous êtes passé sur le spot sales. C'est pourquoi faire? parce qu'on était sur Yesware Ouais. et on a arrêté. Et en fait, comme on est en train de restructurer Ah, la boîte, on utilisait Yesware pour l'équipe Sales et Customer Success. ouais. Et on est passé sur HubSpot Sales justement OK. juste pour focus que sur les sales. D'accord. OK. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on utilisait déjà HubSpot Marketing pour tout ce qui est la partie marketing et le site internet. Et en fait, on cherchait une app qui était déjà intégrée, tout Simplifié, simplement, bien sûr. voilà, pour Pour simplifier le limiter le nombre de bases process. de données, ouais, bien sûr. Mais ça va être temporel parce que là, actuellement, on va pas chercher de prendre des outils ultra complexes, mais on était en train de voir Outreach justement pour l'utiliser. Mais bon, comme on a arrêté Yesware et on passe sur HubSpot, pour l'instant, au niveau des outils, on est en train de se calmer justement. On est en train de Ouais. voir ce qu'on peut réduire justement. Bien sûr. Ouais, ouais, bah, si tu as une contrainte de coût, forcément, tu coupes et c'est normal. Euh, Après, tu parles juste d'une contrainte technologique de OK, qu'est-ce que tu peux interconnecter ou non. C'est ça. Donc là, on est en plein dans l'intégration entre Salesforce et HubSpot justement pour voir Bon comment courage. tout. Ah ouais, Bon courage. c'est l'horreur. Ouais. Et on arrive sur la dernière question justement, donc c'est quel conseil donnerais-tu à une personne qui est sur le point d'entrer dans le monde de la vente? C'est-à-dire qui est en poste ou qui s'intéresse juste à la vente en général. Qui Qui va prendre son commence. premier job. Voilà, c'est ça, qui OK. commence. Comprendre l'environnement dans lequel elle va être. Ok. Est-ce que et c'est 3 questions à se poser, enfin à poser à ton futur boss. Moi, c'est des questions que j'aurais aimé poser à mon boss, tu vois, mais à mes boss précédents en fait. Et comme j'avais pas l'expérience, je le faisais pas. Je pense que la première chose à juger, c'est est-ce que l'entreprise pour laquelle tu vas travailler vend des produits ou des services qui sont matures. Qu'est-ce que j'entends par ça? Est-ce que c'est un truc ultra innovant qui est arrivé sur le marché il y a 3 ans, 2 ans, 1 an? Ou est-ce que c'est un truc qui a pignon sur rue depuis 20 ans? Tu vois, les avis clients, c'est relativement mature. Ma boîte, le Trusted Shop, ça a été créé il y a 20 ans. EverySense, l'IoT, ça avait 3 mois quoi, quand j'y étais. Et donc, en fait, tes difficultés ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que c'est important. Parce que ton début de cycle de vente sur un marché mature, il est super dur parce que tout le monde te connaît. Et du coup, ils se diraient, bah, pourquoi je vais te parler maintenant alors que je te connais depuis 5 ans? Par contre, quand ils disent oui, je te parle, et ben, ta phase de cycle de vente, elle est beaucoup plus simple.
Mais toi, en tant que SDR, ça te concerne moins la fin de cycle de vente. Et à l'inverse, un marché innovant, Ebrisens, la prospection, elle était relativement simple. Hein. Tu appelais les directeurs logistiques, tu envoyais 3 emails, les mecs te filaient le rendez-vous. Parce que c'était tellement innovant, tellement porteur de valeur, tellement nouveau, que tu citais facilement de l'intérêt. Et donc, en tant qu'SDR, ton job était beaucoup plus facile. Donc, quand même, on galérait, mais peu importe, tu vois, c'était quand même beaucoup plus facile que chez Trusted Shops. Et donc, le premier truc, c'est comprendre, OK, le marché dans lequel je veux être, est-ce qu'il est mature ou pas mature? Parce que les difficultés, c'est pas les mêmes au même moment. Tu vois, ça, c'est le premier point. Deuxième point que je regarderais, c'est la culture de l'entreprise dans laquelle tu veux être. On a beau dire ce qu'on veut, mais l'environnement dans lequel on travaille, la maturité commerciale de l'entreprise change tout. Moi, tu mets un commercial dans un super environnement et le même, enfin, tu vois, c'est du 0 à 100, quoi. Et tu vas bosser chez Salesforce en sales, et ben oui, tu vas délivrer bien plus que dans n'importe quelle autre boîte. Parce que les mecs sont super bons. Et donc là encore, c'est OK, où est-ce que je vais mettre les pieds, quoi? Est-ce que je mets le pied dans une boîte où commercialement c'est compliqué, où le CEO dit que c'est important la vente, mais qu'opérationnellement il n'a jamais mis les pieds dedans, ou bien où je monte dans une boîte où il y a une grosse culture vente, où de facto tout va être plus simple. Tu vois? Ça, c'est le deuxième critère que je regarderais. Et ensuite, le troisième critère que je regarderais, c'est de me dire OK, c'est quoi la culture du marché dans lequel je veux officier? Parce que la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas être, la manière dont tu vas communiquer va être très différente. Je te reprends l'exemple de la logistique, Ebrisens. Tu parles avec des directeurs logistiques, les mecs, ils n'ont pas de temps à perdre, c'est plutôt bourru, ça va cash, c'est droit, tu peux faire des fautes d'orthographe dans l'email, quoi, tu vois, c'est pas très grave. Je caricature, mais c'est quand même très cash, tu vois. Trusted Shops, tu es sûr du directeur marketing, du directeur communication, directeur digital. C'est beaucoup plus, tu mets des formes, c'est un peu pompeux. Alors, c'est sympa et tout, mais c'est quand même très différent, tu vois, dans la manière dont tu vas être. Et la question à te poser, c'est toi, en tant qu'individu, en tant que sales, est-ce que tu vas être à l'aise ou non dans cet environnement? Tu vois, il y a des gens, les choses un peu guindées, elles adorent, tu vois. Il y a les trucs un peu, tu vois, mettre des bottes de ouais, je me rappelle chez Brissens, je me suis retrouvé à installer un capteur moi-même sur une benne, quoi, tu vois. Bon, bah, où est-ce que tu es le plus à l'aise? Et donc, en fait, la question, c'est, OK, tu as ton environnement, il va être défini par la majorité commerciale de ta boîte, OK? Est-ce que c'est un marché mature ou non? Et enfin, la culture de tes clients, de tes prospects. Et finalement, c'est se poser la question, est-ce que sur ces 3 axes, tu vas être plus ou moins à l'aise? Et au moins, ça va te permettre d'anticiper un certain nombre de difficultés, tout du moins de ne pas être dans l'incompréhension pourquoi tu performes ou pourquoi tu ne performes pas. Alors quand tu performes, on s'en fout parce que personne ne te demande jamais comment tu as bien fait ton travail. Dommage d'ailleurs. Mais en gros, c'est quand tu ne performes pas, si tu as des difficultés. C'est le cas de beaucoup de gens qui sont en début de cycle de vente. Hein. Pas se leurrer, il n'y a pas de chiffres, mais on sait que c'est pas bon, pour plein de raisons d'ailleurs. Bah, quand tu es dans le dur, c'est bien de comprendre pourquoi. Ça rend la souffrance un peu plus facile à supporter. Je pense que c'est trois très bons conseils, là, ce que tu viens de donner justement sur les questions qu'il y a à se poser quand tu rejoins une boîte, quand tu commences, parce que quand tu commences, justement, tu te poses pas ces questions. Tu te dis, ah bah je vais commencer et tu poses pas toutes ces questions et je pense que c'est super important d'avoir ces réponses-là pour savoir si tu as pris une bonne décision, concrètement. Ok, bon, bah du coup, bah, merci beaucoup Thibaut pour avoir accepté l'invitation. Je t'en prie. J'avais du temps. T'avais du... Ah bah parfait. Donc s'il y a des auditeurs qui veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen pour te contacter? LinkedIn, Thibaut Dollier, et vous me trouvez, vous m'envoyez un message, il n'y a pas de problème. Ça Je marche. le trouve. Bah, merci beaucoup Thibaut, je te dis à bientôt. Je t'en prie, merci à toi, Eric. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!